la paix, et pas le camp du mal et le camp du bien comme on en parle aujourd'hui. Et je pense que chacun choisira par rapport à ses propres intérêts. Or, je suis persuadée que l'intérêt de tous les pays arabes, comme l'intérêt d'Israël, est la paix. Je ne pense pas que c'est uniquement pour des raisons morales. Je ne pense pas que le peuple israélien ait quoi que ce soit à gagner dans une perpétuation d'une cinquantaine d'années nouvelles avec 5 nouvelles guerres. C'est en tout cas le message que j'entends de la majorité des Israéliens, même de ceux qui ne s'expriment pas. Il faudrait seulement qu'ils s'expriment démocratiquement par le choix d'un gouvernement de paix. Nous, en tout cas, nous avons fait notre choix. Nous voulons cette paix. Nous allons continuer à militer pour. Je suis certaine que dans le monde arabe aujourd'hui, plus que jamais, après la tragédie qu'on a vécue le 11 septembre, tout le monde réalise que si on n'arrive pas à cette phase de la paix, le terrorisme ne menace pas seulement les Américains, les Européens, il menace aussi les pays arabes, parce que c'est au sein de ce fondamentalisme islamique qu'est né ce mouvement d'Al-Qaïda. Pour toutes ces raisons, je crois que la logique et l'intérêt objectif de tous va dans ce sens-là. Merci Leïla. Bien. Leïla Chaïd, merci. Merci de votre franchise. Merci de tout ce que vous avez dit. Vous nous avez éclairés. Nous avons un point de vue. Je vais dire un Vous voulez plus. garder le droit d'avoir des armes nucléaires sans être respecté? J'ai bien compris. Non. Bon, vous me lancez là-dessus. Alors C'est un spécialiste. je relance le débat qui aura lieu en juin sur ces questions nucléaires au sein de démocratie. Mais pourquoi les Français ne se soumettraient-ils pas à l'AIEA le jour où les Américains le feront, n'est-ce pas? Puisque nous, Français, nous ne devons rien aux Américains sur l'arme nucléaire. Mais je me suis laissé dire que les Saoudiens avaient financé une arme nucléaire irakienne. Et oui, et qu'ils avaient même financé une arme nucléaire pakistanaise. Ah bon? Mais Et oui. après, ils ont été faire la guerre à l'Irak. Et oui, on en est dans Ça me des dépasse. traditions Ça me dépasse. mais qui font l'ordre ou le désordre international. Bon, enfin, C'est le ce problème, je crois même savoir que les Saoudiens, à un certain moment, avaient plus ou moins... Maintenant, tiens, je crois savoir qu'ils financent les Iraniens du côté de l'armement nucléaire. Je lance ça comme ça. Hein, bien Vous sûr. m'inviterez au débat sur les armes nucléaires. Tout à fait. Il se Loïc, c'est passera un en spécialiste. juin. Il m'invitera. Tout à fait, tout à fait. Bon, et donc, ça me sert d'introduction sur les futures activités de démocratie. Alors donc, le 23 septembre, nous avons un débat sur la santé, miroir de la société. Mars. Problème purement franco-français et ô combien brûlant. Suivi le 27 mars d'un dîner-débat avec l'ambassadrice de Jordanie. Et dans la suite, nous espérons le président ou la présidente, je ne sais plus, de la commission étrangère de la Knesset, qui nous apportera aussi un point de vue. Voilà pour les débats de démocratie. Très bien. Madame l'ambassadeur ou l'ambassadrice, La déléguée générale pour le moment. Madame la déléguée générale, alors, véritablement, je voudrais vous remercier très sincèrement. Non, mais très sincèrement, du fond du cœur, au-delà de toutes les formules, pour votre présence, votre gentillesse, la franchise et la netteté avec laquelle vous avez répondu aux questions de tout l'auditoire. Merci. Sachez bien que notre club Démocratie porte bien son nom, je crois. Nous sommes profondément attachés aux valeurs de la République. La République est notre patrie et nous voulons que la France reste la mère des droits de l'homme et du citoyen, l'homme avec un grand H. Hein. Nous aussi, on veut qu'elle reste. Voilà. Et je comprends parfaitement, mais alors véritablement du fond du cœur, l'humiliation que peut représenter pour un pays
un pays, la Palestine, un pays. Bon, le fait d'être dans une situation tout à fait hybride, je ne veux pas me lancer dans des grands termes sur l'occupation, mais véritablement dans cet état de guerre permanent qui est absolument innommable et dont il faut absolument sortir. Et je le comprends bien, et je crois me faire l'écho d'une opinion générale en disant il faut que la paix soit rétablie et dans la dignité de chacun dans ce pays. Inch'Allah. Malgré nos désaccords sur le nucléaire. Vous m'expliquerez d'ailleurs son historique. Le transfert de technologie, c'est quoi aussi autour de la Méditerranée qui est un problème un peu épineux. Je n'avais pas eu l'occasion auparavant de participer à vos dîners, mais je faisais connaissance de vos nombreuses activités, inclus vos colloques, vos conférences. Je suis impressionnée par le rythme de débat que vous avez, de discussion, et je vais essayer de me plier à votre rituel, puisque c'est un peu un rituel, le dîner-débat. Et je vais peut-être essayer, pour vous laisser à vous le soin de demander les questions qui vous intéressent, vous parler un peu de là où nous sommes aujourd'hui, parce que je crois que vous suivez tous de près. Vous avez déjà eu plusieurs conférenciers avant moi, dont l'ambassadeur d'Israël, dont certains ambassadeurs arabes, d'autres viendront, je crois. Et puis j'imagine que vous suivez, comme tout le monde, ce que la presse dit de tout ce qui se passe depuis 17 mois, que cette dernière phase a eu lieu. Mais je voudrais peut-être, parce que c'est la chose la plus récente, mais aussi un petit début d'espoir. Vous parlez de la situation actuelle sur le plan, je dirais, local, mais aussi sur le plan régional et sur le plan international. Et je veux bien sûr parler de ce qui a semblé être un peu anecdotique, ça veut dire une conversation officieuse entre un journaliste américain qui s'appelle Thomas Friedman du New York Times et le prince Abdallah d'Arabie Saoudite, qui donc est le prince dauphin, qui deviendra roi, et qui est le frère du roi actuel, Fahd, et où Thomas Friedman, qui depuis le 11 septembre se fait un devoir d'attaquer très violemment et les pays arabes, mais en particulier l'Arabie Saoudite, beaucoup le président Arafat et l'autorité palestinienne, et qui se fait un devoir de défendre Israël, même si quelquefois aussi il la critique légèrement. Et comme c'est quelqu'un qui a été un correspondant permanent du New York Times à Beyrouth et à Jérusalem pendant de nombreuses années, comme c'est un des journalistes importants de la famille du New York Times, lorsque la monarchie saoudienne a décidé qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour un peu contrecarrer cette campagne très dure contre l'Arabie Saoudite après les événements du 11 septembre, ils ont invité donc toute une série de commentateurs, d'éditorialistes de la presse américaine, dont Friedman, à Riyad, Riyad étant la capitale de l'Arabie Saoudite. Et donc, dans cette conversation entre le prince Abdallah et Thomas Friedman qui reproche d'habitude aux États arabes de ne pas prendre assez d'initiatives dans le conflit israélo-arabe, de se contenter de critiquer, mais de ne pas assez proposer de solutions ou de contributions, disons. Lui-même avait écrit un article disant ce serait bien si les Arabes proposaient quelque chose à Israël, ne se contentaient pas seulement de critiquer Israël. Et donc dans la conversation,
il dit au prince Abdallah, ce serait tellement bien que vous, par exemple, proposiez de reconnaître Israël contre une paix vraiment réelle et un retrait d'Israël des territoires occupés. Et Abdallah lui répond, mais j'ai l'impression que tu as fouillé dans mon tiroir. Et Friedman lui dit, pourquoi tu parles de tiroir? Vous parlez d'un tiroir. En arabe, on n'a pas de tutoiement et de mouvement. Il lui dit, parce que c'était le discours que j'avais rédigé pour le sommet arabe à Beyrouth, le 27 et 28 mars prochain, dans lequel je proposais à mes collègues chefs d'État arabes de déclarer solennellement que si Israël se conforme aux deux résolutions 242 et 338, qui exigent donc le retrait de l'armée israélienne des territoires qu'elle a occupés le 5 juin 1967, après la guerre, donc les territoires syriens, les territoires palestiniens, puisque les territoires égyptiens ont été libérés. Si Israël se conforme à la mise en œuvre totale de ces résolutions, qu'elle se retire du Golan, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est, vous, pays arabes, vous la reconnaîtrez. Et le prince dit, c'est exactement ce que je voulais dire dans mon discours, mais au fur et à mesure que j'ai vu la politique pratiquée par Ariel Sharon, j'ai pensé que cet homme n'est pas un interlocuteur, n'est pas intéressé par la paix, parce que la violence que je vois tous les jours pratiquée à l'égard des Palestiniens depuis 17 mois dépasse l'entendement. Et donc, le journaliste dit, est-ce que je peux faire état de cette conversation? Et le prince lui dit, écoutez, donnez-moi jusqu'à demain, et mon cabinet vous avertira si vous pouvez le faire. C'est ce que raconte Friedman lui-même dans le New York Times. Et donc, le lendemain, il fut contacté par quelqu'un du cabinet qui lui a dit, le prince Abdallah est d'accord pour que vous fassiez état de cette conversation. Alors, c'est tombé effectivement comme une bombe, parce que ce qui est nouveau, parce que le prince Abdallah n'a pas de plan. Toutes les radios, et je sors de TV5 et de Radio Orient, toutes les radios me disent, alors Madame Saïd, qu'est-ce que vous pensez du plan saoudien? Il n'y a pas de plan saoudien. Il y a une idée, il y a une bombe médiatique et politique jetée de manière très intelligente par le dauphin, par le prince dauphin d'Arabie Saoudite, qui ne propose pas de plan nouveau, mais qui rappelle premièrement qu'il s'agit de mettre en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité qui exigent le retrait de l'armée israélienne et qui sont, rappelez-vous toujours, ce sont les bases d'accords d'Oslo. On a tendance à oublier, on a tendance toujours à traiter, peut-être le passer derrière vous pour ne pas quand même vous couper la on a tendance à oublier que lorsqu'on parle de Oslo, que Oslo est entièrement basé, Oslo est une traduction pratique, étape par étape, de la 242 et 338. Il est évident que les Palestiniens n'allaient pas, 30 ans après avoir arraché des résolutions que le monde entier, dont la France, ont votées, les mettre à la poubelle pour les remplacer par quelque chose qui serait un accord bilatéral. Mais cet accord bilatéral, il est dans le premier paragraphe des accords d'Oslo, on dit les accords d'Oslo sont faits pour mettre en œuvre la résolution 242 et 238. Et donc, le prince rappelle qu'il s'agit de 7 termes de référence, que c'est ça fondamentalement qui est en jeu, de mettre ou de ne pas mettre en œuvre des résolutions reconnues par le monde entier. Même les Américains ont voté, rappelez-vous. Mais ce qu'il fait de nouveau, c'est qu'il dit en contrepartie de cette mise en œuvre des résolutions, donc de ce retrait total, non seulement les Palestiniens vont vous reconnaître, mais moi je me propose en tant que chef de la première puissance économique et financière du monde arabe, au nom de l'État qui est le protecteur de l'USR musulman, c'est très important, rappelez-vous, de convaincre mes collègues chefs d'État arabes de l'adopter comme un plan arabe et de vous donner en retour une reconnaissance totale, ça veut dire une normalisation totale de relations politiques, économiques, culturelles, commerciales, etc. C'est ça qui est nouveau. C'est la proposition de l'échange du territoire contre la paix. Parce que vous savez que c'est le principe sous-jacent à toutes nos négociations depuis 9 ans, c'est le principe du territoire contre la paix. Ça veut dire que les Israéliens renoncent à un territoire qu'ils ont occupé par la guerre, qu'ils ont les moyens
de continuer à garder, parce qu'ils sont les plus forts. Nous sommes d'accord tous qu'ils n'ont pas perdu de guerre et que lorsqu'ils renoncent à ces territoires, c'est parce qu'ils veulent avoir quelque chose contre cette renonciation. Ils font un échange, puisque nous ne les avons pas battus, ni nous, ni aucune armée arabe. Mais qu'ils renoncent à ces territoires, qu'ils les quittent de leur propre volonté, parce qu'en retour, il y a la paix qui est reconnue, qui est signée avec eux de la part des concernés. Ce qui est nouveau dans la déclaration du prince Abdallah, c'est qu'il dit, c'est pas seulement par rapport aux Palestiniens, pas seulement les Palestiniens qui vont signer la paix avec vous, mais tous les pays arabes. C'est ça qui est nouveau. Et donc, je crois que vous avez un très brillant ministre des Affaires étrangères, qui est aussi sur le plan linguistique un homme d'une très grande précision. Il a trouvé la phrase qu'il faut, ça lève une hypothèque. Et que si les journalistes peut-être suivaient un peu mieux la manière dont il exprimait les choses, ils comprendraient. Parce que ce n'est pas un nouveau plan, mais c'est une approche nouvelle où les Israéliens, pour la première fois, ont une déclaration très solennelle qui est d'ailleurs honnête, qui dit elle ne sera réellement intéressante que si j'arrive à avoir l'accord de tous les pays arabes au sommet arabe de Beyrouth. C'est pour ça qu'il dit quel est le contenu de son discours, mais il dit qu'il est prêt à la faire. Alors, c'est intelligent parce que je pense que rien n'est fortuit, que tout est très bien calculé par le prince, parce que c'est évident que ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite essaye d'être à l'avant-garde d'une initiative diplomatique. La dernière fois qu'elle a essayé, c'était à la veille des négociations de Madrid, mais il y a quelque chose qui a changé fondamentalement et qui fait que cette fois, ce n'est pas seulement le désir d'être à l'avant-garde d'une initiative diplomatique qui lui donnerait le rôle de dirigeant dans le monde arabe. Il y a aussi un problème proprement saoudien, qui est le fait que depuis Madrid, il y a aujourd'hui une situation nouvelle qui est les événements du 11 septembre, lesquels événements ont changé énormément de choses dans les alliances stratégiques, dans les alliances politiques, dans les visions du monde et en particulier dans les amitiés et les alliances que la puissance américaine a dans le monde. Et que les événements du 11 septembre ont quand même créé une crise sans précédent entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, que cette crise, elle ne se situe pas seulement au niveau de l'administration américaine et de la monarchie, mais aussi au niveau de l'opinion publique américaine et de la monarchie, et que je pense, dans l'initiative que prend le prince Abdallah, il y a plusieurs cibles avec un seul coup, avec une seule pierre, il touche plusieurs cibles. Donc, la première, bien sûr, c'est de reprendre l'initiative d'être au cœur de la solution. Et comme vous avez, peut-être vous n'avez pas, parce que beaucoup de monde se demande tout le temps où sont les Arabes, tout le monde me dit mais où sont les Arabes et qu'est-ce qu'ils font les Arabes? Et c'est vrai qu'on a le sentiment que autant dans la rue arabe il y a une très grande solidarité avec le peuple palestinien, il y a une très grande colère parce qu'ils ont le sentiment que les États ne font pas assez. Au niveau des États, tout le monde attendait que quelqu'un prenne l'initiative de quelque chose qui soit efficace. Et donc, cette attente, si on trouve une réponse à cette attente dans une initiative d'un pays arabe, ce pays va avoir sur le plan du prestige, de l'adhésion, de la reconnaissance, un impact très fort sur les opinions publiques dans le monde arabe et pourra entraîner les autres. Et donc, je pense que cette première chose redonne à la diplomatie saoudienne, qui s'était un peu écartée, je disais, du cœur de ce monde arabe qui est la Palestine, puisque le cœur du monde arabe est la Palestine pour toutes les raisons historiques et stratégiques et géostratégiques qu'on connaît. Donc ça replace l'Arabie saoudite au cœur de ce monde-là. Deuxièmement, ça enlève à Ben Laden la prétention d'être lui le défenseur des Palestiniens ou des enfants irakiens comme il l'a prétendu. Vous savez que dans sa fameuse cassette où il a endossé la responsabilité des attaques terroristes à Washington et New York, il disait « Je l'ai fait pour les enfants irakiens et pour les Palestiniens ». C'était bien sûr de la supercherie, mais beaucoup dans le monde arabe
disaient, mais écoutez, lui au moins, même s'il fait des mauvaises choses, il fait, d'autres ne font rien. Et le monde américain a découvert avec horreur que la majorité des auteurs, la majorité des membres du commando étaient des citoyens saoudiens. Et n'étaient pas des citoyens saoudiens qui étaient au chômage et qui crevaient de faim, comme certains kamikazes palestiniens qui sortent des camps de réfugiés, mais étaient une élite d'informaticiens, de pilotes, d'ingénieurs qui étaient formés, souvent aux États-Unis, dans des accords d'ailleurs de coopération entre Américains et Saoudiens, et qui ne comprenaient pas d'où pouvait venir cette haine féroce contre les États-Unis. Et donc, je crois que la deuxième cible du prince Abdallah, c'est de reprendre l'initiative à Ben Laden, qui d'une certaine manière met tout le monde au pied du mur, en ayant cette prétention de parler au nom de la justice et du droit, puisque Ben Laden dit il y a 2 poids, 2 mesures. L'Irak et la Palestine, c'est un poids, et lorsqu'il s'agit d'Israël, c'est un autre poids. Et donc je crois que ça lui permet d'une certaine manière de reprendre une initiative face à l'opinion publique américaine et l'administration américaine, d'ailleurs qui a bien compris le message, et je crois que c'est très important. Et ça rejoint d'une certaine manière aussi les thèses européennes, qui sont des thèses qui disent comment on va lutter contre le terrorisme qu'on a découvert d'une manière tellement spectaculaire et affreuse et barbare le 11 septembre. C'est pas seulement en déclarant des guerres en Afghanistan ou en Corée ou en Irak ou en Iran, mais en lançant aussi des initiatives qui préviennent, qui sont politiques, mais dont le but finalement est de désamorcer ces lieux à partir duquel les terroristes essayent de mobiliser l'adhésion de ceux qui les suivent. Et je crois que c'est très intelligent, parce que c'est vrai que la crise entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qu'elle soit sur le plan médiatique, ou qu'elle soit politique, ou qu'elle soit de l'opinion publique, qui a été très bouleversée et très touchée, et c'est compréhensible, parce que c'est quand même peut-être dans le monde arabe le pays le plus proche des États-Unis était l'Arabie Saoudite. Et je crois que pour les relations aussi gouvernementales, c'est important, parce que le prince Abdallah sait que les Américains ne peuvent pas se dispenser des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, parce que ça reste la première puissance sur le plan de l'énergie, et qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative. Et donc c'est très important aussi pour les Américains de sauver la relation, même si elle va devoir être réajustée aux normes du nouvel ordre mondial qui suit le 11 septembre. La troisième chose qui est très intelligente, c'est le choix du moment par rapport à la société israélienne. On va, nous, aux Nations Unies, donner en cadeau au mouvement sioniste parce que nous voulons favoriser la création d'un foyer national juif en Palestine. Vous trouvez que c'est normal? Vous auriez accepté si ça s'était passé en France? Sûrement pas. Alors, vous allez voir combien, effectivement, les Israéliens sont beaucoup plus intelligents que nous en communication. Parce que pendant des années, même à vous, on vous a dit, parce que je pense que vous n'étiez peut-être même pas nés à l'époque, on vous a dit que les Palestiniens ont dit « Nous ne voulons pas du plan de partage et nous voulons jeter les Juifs à la mer. »
il se fait que c'est mon grand-père qui a fait ce discours. Et que mon grand-père, au nom du Haut Comité arabe, a dit « Nous proposons un État laïque pour tout le monde. Que les Juifs qui sont venus dans ce pays peuvent rester. Ils seront représentés selon leur nombre. » Vous ne pouvez pas me dire oui ou non, c'est dans les archives. Vous pouvez aller consulter le discours qui est publié aux Nations Unies. C'est ce qu'il dit. Si la propagande israélienne a dit le contraire pendant des années, aujourd'hui, les nouveaux historiens israéliens, grâce à Dieu, disent la vérité. Si vous ne voulez pas me croire, allez les lire. Et donc, les Palestiniens disent, nous ne voulons pas partager la Palestine, mais nous sommes prêts à vivre dans un État pour tous. Les Israéliens, en tout cas le mouvement sioniste, puisqu'il n'y avait pas d'Israéliens à l'époque, disent, nous voulons un État juif. Et nous ne voulons pas un État laïque. Et c'est ce qui fait qu'il a fallu de 47 à 93 pour qu'on arrive à l'idée des États. Parce que nous, pendant des années, nous avons continué à dire nous voulons un État démocratique. Et les Israéliens disaient, ah non, vous voulez nous jeter à la mer. On disait non, on veut un État laïque. Mais vous ne pouvez pas convaincre une population qui veut un État juif qu'elle doit vouloir un État laïque si elle ne le veut pas. C'est pour ça que nous acceptons en 88, de notre propre gré, sans que personne ne nous impose cela, l'idée d'un État à côté de l'État juif. Parce qu'on comprend que peut-être à cause de l'itinéraire, peut-être à cause de l'histoire, peut-être à cause du génocide, peut-être à cause de la mémoire, les Israéliens ont besoin pendant un certain temps de l'histoire, en tout cas, d'avoir un État uniquement juif. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les Israéliens voient les problèmes que pose un État basé sur uniquement le principe de l'État juif. Parce que quoi qu'il fasse, il y aura des contradictions inhérentes à la composition de l'État. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de tous les Russes qui sont arrivés, soi-disant parce qu'ils étaient juifs fuyant l'Union soviétique, et qu'on retrouve qu'il y a 35% d'entre eux qui sont chrétiens? Qu'est-ce que vous faites des Arabes israéliens qui sont musulmans et chrétiens et qui sont 20% de la population? C'est un débat israélo-israélien. Nous, ça n'est pas notre devoir d'y participer, parce qu'en tout cas, il est traité de manière très responsable par les Israéliens eux-mêmes, de tous les bords. Mais si on veut parler réellement de l'histoire, soyons clairs sur ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. Et je vous dirais qu'en 1988, lorsque nous déclarons l'État palestinien, nous le déclarons sur exactement la même résolution qui est la 181 du 29 novembre 1947, qui partage le pays en deux. Pourquoi nous acceptons en 88 ce que nous avons refusé en 47? Parce qu'il faut pratiquement 40 ans pour qu'on comprenne que cette volonté d'avoir uniquement un État juif vient de quelque chose qui est très réel. Et que parler d'une solution qu'on va imposer à 6 millions d'Israéliens est de la chimère, puisqu'ils ne le veulent pas. Et qu'entre-temps, nous voulons vivre, nous ne voulons pas restaurer la justice historique d'antan. Et je trouve que vous ne reconnaissez pas, ce que dit vous, le monde ne reconnaît pas assez la magnanimité des Palestiniens qui, dans la même génération des victimes, dit qu'elle est prête à reconnaître à son ennemi le trois quarts de ce qui était sa patrie. Moi, par exemple, mes deux parents viennent de villes qui sont à l'intérieur de l'État d'Israël, que j'ai reconnu. Donc, en reconnaissant cet État, j'ai renoncé à ce qui étaient les propriétés et les villes de mes deux parents, mère et père. Et parce que je sais que je choisis la vie pour mon peuple, dans le reste qui... Pour moi, la force des États ne vient pas dans le pourcentage de kilomètres carrés. Je suis persuadée qu'on peut, avec 22%, faire un État viable si on sait comment le gérer. Il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer et l'éducation, et les livres, et les manuels. Mais s'il vous plaît, ne me redonnez pas cette cassette, dont j'ai 55 exemplaires. Parce qu'elle a été imprimée par un comité dont la fonction était de faire de la propagande sur la question de l'éducation. Je vous signale que le président du comité est un colon et que l'Arche a réimprimé cette cassette à des milliers d'exemplaires qu'ont reçu tous les parlementaires de France au Sénat et à l'Assemblée nationale. Que moi, je vous dirais seulement de consulter ce que le département de pédagogie et de l'éducation de l'Université hébraïque de Jérusalem dit sur les manuels palestiniens, puisque j'ai fait une conférence à Versailles avec le responsable du département de l'éducation qui dit que les manuels faits par l'autorité palestinienne pour l'éducation sont impeccables, qu'il n'y a pas une seule, il n'y a même pas une seule allusion de haine raciale ou de dénigrement. Il dit
qu'il n'y a pas de frontières et que le nom d'Israël n'est pas inscrit. Et il dit, dans nos livres, c'est pareil, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une frontière, puisque notre constitution ne dit pas quelles sont les frontières de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, je pense qu'on peut encore améliorer. Les manuels dont on parle et d'où vous tirez dans le document certaines citations sont les livres, les manuels égyptiens pour Gaza et jordaniens pour la Cisjordanie qui ont été utilisés pendant les 34 années d'occupation, puisque nous n'avions pas de ministère de l'Éducation, qu'on en a un que depuis 1994. Mais je suis certaine qu'on peut faire mieux encore. Et les Israéliens peuvent faire mieux, parce que Nourit Peled, qui est mon amie, qui est la fille du général Peled, qui a perdu sa fille dans un attentat terroriste, sa spécialité, c'est d'étudier les manuels israéliens. Et elle a autant à dire que vous sur ses critiques sur les manuels de son propre